Je faisais défiler Instagram distraitement, regardant les publications tout en finissant mon sandwich à la dinde, lorsque l'histoire de Sarah est apparue sur mon écran. Ma cousine Sarah, postant depuis ce qui ressemblait à une propriété chère au bord d'un lac. J'ai reconnu l'endroit immédiatement. J'avais parcouru exactement cette location sur des sites de vacances il y a seulement 6 mois, rêvant de peut-être la réserver pour une escapade d'un week-end une fois que mes finances se seraient rétablies. La Blue Bonnet les Chaos avec sa terrasse panoramique, son quai privé et sa vue sur l'eau cristalline, 4 000 $ pour une location d'un week-end. L'horodatage indiquait hier, samedi, le week-end du 29e anniversaire de Tyler. Mon estomac s'est noué en continuant à regarder. L'histoire suivante montrait oncle Marc grillant des steaks sur une immense cuisine extérieure. Puis, la vidéo de tante Jennifer montrant des enfants sautant du quai pendant que les adultes applaudissaient depuis des chaises longues d'apparence chère. Des camions de traiteurs professionnels en arrière-plan. Du matériel de fête loué éparpillé sur la pelouse manucurée. J'ai compté les têtes en faisant défiler d'autres publications. 25 personnes au minimum. Famille élargie. Les amis d'université de Tyler, des voisins que je reconnaissais de la rue de mes parents. Tout le monde riant, nageant, mangeant ce qui ressemblait à de la nourriture de traiteur haut de gamme servie sur des tables nappées de blanc. Le feu d'artifice dans la dernière vidéo devait à lui seul coûter 1 000 $ de plus. Je me suis rassis sur ma chaise de bureau, le sandwich se transformant en carton dans ma bouche. Le timing était trop parfait pour être une coïncidence. Le week-end de l'anniversaire de Tyler, utilisant l'argent que j'avais rassemblé pour sauver notre maison familiale de ce que ma mère, Linda, avait décrit comme une situation de saisie d'urgence. Le souvenir de cet appel téléphonique il y a 3 mois m'est revenu avec une clarté douloureuse. La voix de Linda tremblait lorsqu'elle m'a appelé au travail, sanglotant sur le fait qu'ils avaient pris du retard sur les impôts fonciers et que le comté menaçait de procédures de saisie immédiate. Darren, mon chéri, nous avons besoin d'exactement 16 900 $ d'ici vendredi, ou nous perdrons la maison, avait-elle plaidé. Ton père a fait des heures supplémentaires, mais nous n'arrivons tout simplement pas à rattraper notre retard. Tu sais à quel point les choses ont été difficiles depuis que Tyler a perdu son emploi à l'entrepôt. J'avais liquidé mon compte d'épargne d'urgence le lendemain matin, vendu mon petit portefeuille d'investissement à perte, vidé le fonds que je constituais depuis 3 ans pour un acompte sur ma première maison, le rêve américain que je poursuivais depuis l'obtention de mon diplôme en informatique. Au lieu de chercher une maison ce printemps-là, j'avais mangé des déjeuners emballés pendant 3 mois d'affilée, annulé mon abonnement à la salle de sport, arrêté de sortir avec des amis, décliné toutes les invitations sociales. Jake, mon meilleur ami de l'université, avait cessé de me demander de rejoindre le groupe pour boire un verre après que j'ai refusé trop d'invitations avec des excuses vagues sur le fait d'être à court d'argent. Pendant que je comptais mes sous pour reconstituer mes économies, Tyler publiait des histoires Instagram depuis des restaurants chers, des événements sportifs et des virées shopping, toujours avec des légendes sur la façon dont la famille prend soin de la famille et béni d'avoir du soutien dans les moments difficiles. Mes mains tremblaient lorsque j'ai appelé le bureau du percepteur des impôts du comté. Le système automatisé m'a mis en relation avec un employé après une brève attente. J'ai besoin de vérifier le statut de paiement des impôts fonciers pour Robert et Linda Morrison sur Elm Street, ai-je dit, leur donnant l'adresse. Laissez-moi vérifier ça pour vous, a répondu l'employé. Après un moment, elle a poursuivi, la propriété Morrison est à jour de tous ses paiements d'impôts. Ils sont à jour depuis 18 mois. Aucun solde impayé. Les mots m'ont frappé comme de l'eau glacée. Êtes-vous certaine? Pas de paiement d'urgence ou de procédure de saisie. Non, monsieur. Historique de paiement impeccable, pas de privilèges, pas d'action en cours. Le compte montre des paiements trimestriels réguliers, tous à jour. J'ai raccroché et j'ai regardé mon écran d'ordinateur pendant un long moment, regardant la célébration de ma famille se poursuivre en temps réel à travers les publications sur les réseaux sociaux. Tyler levant une coupe de champagne pour un toast, entouré de personnes qui avaient aidé à orchestrer la trahison financière la plus élaborée que j'ai jamais vécue. Le calcul était brutalement simple. Location de la maison au bord du lac pour 3 jours, 4 000 $. Traiteur pour 25 personnes, 6 000 $. Location de jet ski, matériel de fête, feux d'artifice, alcool de qualité supérieure, encore 6 900 $. Coût total, 16 900 $. Exactement ce qu'il m'avait volé. Mon téléphone a vibré avec un texto de Tyler. La meilleure famille de tous les temps sait comment rendre un anniversaire spécial. Merci à tous ceux qui ont rendu cela possible.
En pièce jointe, un selfie de lui sur un jet ski portant des lunettes de soleil de créateur que je n'avais jamais vu auparavant. J'ai sauvegardé chaque capture d'écran, téléchargé chaque vidéo et commencé à documenter ce que je réalisais rapidement être la trahison la plus calculée de ma vie d'adulte. La famille que je soutenais financièrement depuis 7 ans venait de me montrer exactement ce que mon sacrifice signifiait pour eux. Ils avaient transformé mon argent en le week-end parfait de Tyler pendant que je passais mon propre anniversaire à manger seul dans un immeuble de bureau vide. J'ai passé l'heure suivante à mener ma propre enquête, des captures d'écran s'étalant sur mon écran d'ordinateur comme des preuves sur une scène de crime. Le site web de la Blue Bonnet Lakes a confirmé le tarif de location pour le week-end, 4 200 $ du vendredi au dimanche. Emplacement de premier choix au bord du lac. Cuisine équipée professionnellement, système de divertissement, quai privé avec équipement de sport nautique disponible. Le compte Instagram de l'entreprise de traiteurs montrait des photos des coulisses d'une célébration d'anniversaire spéciale à Blue Bonnet Lake. Sterling Events, le service de traiteur le plus cher d'Austin. Leur forfait week-end commençait à 5 000 $ pour les groupes de plus de 20 personnes. J'ai calculé les coûts méthodiquement, mon expérience en génie logiciel me permettant de faire rapidement la ventilation financière. Location de jet ski chez Lake Austin Adventures. 300 $ par jour et par embarcation. J'avais compté 4 jet skis dans diverses vidéos. Feu d'artifice professionnel de l'Honestar Pyrotechnique. Minimum de 800 $ pour le spectacle que j'avais vu sur l'histoire Instagram de Sarah. Le total s'élevait à 16 700 $. À 200 $ près de ce que je leur avais donné. Mon téléphone a sonné. La photo de contact de Linda est apparue sur l'écran. Son visage souriant de Noël dernier, lorsque je lui avais acheté le coûteux ensemble de bijoux qu'elle laissait entendre vouloir depuis des mois. Darren, comment s'est passé ton anniversaire? Mon chéri. Sa voix portait la gaieté artificielle de quelqu'un pris au dépourvu. Le bruit de fond remplissait l'appel. Des rires, des éclaboussures d'eau, de la musique provenant de haut-parleurs extérieurs. C'était calme, ai-je dit, gardant ma voix égale. Je l'ai passé à faire des heures supplémentaires. Où es-tu en ce moment? Oh, juste. Tyler voulait faire quelque chose de petit pour son anniversaire. Tu sais à quel point il a du mal avec sa dépression ces derniers temps. Certains de ses amis ont suggéré de sortir de la ville pour le week-end. Le mensonge coulait si facilement que j'ai presque admiré sa technique. Presque. Ça a l'air cher pour quelqu'un qui est au chômage et déprimé. Une pause. Les bruits de fête en arrière-plan ont continué. Quelqu'un a crié que le match de volley-ball allait bientôt commencer. Eh bien, tu sais, ses amis ont cotisé. Tout le monde a contribué à quelque chose. Ce n'était pas vraiment notre idée. Tyler a eu des moments si difficiles depuis qu'il a perdu ce travail à l'entrepôt. J'ai ouvert le profil LinkedIn de Tyler pendant qu'elle parlait. Dernier emploi listé, Discount Warehouse Solutions, terminé il y a 8 mois. Mais ses récentes publications Instagram racontaient une autre histoire. Nouveau camion dans son allée. Installation de jeux haut de gamme dans son appartement. Publications hebdomadaires depuis des restaurants et des lieux de divertissement chers. Maman, qu'est-il arrivé à l'urgence des impôts fonciers? Une autre pause. Plus longue cette fois. Quand elle a repris la parole, sa voix était passée de joyeuse à défensive. Oh, ça. Eh bien, ton père a trouvé du travail supplémentaire et nous avons réussi à trouver un arrangement avec le comté, un plan de paiement échelonné. Crise évitée. J'ai appelé le bureau du percepteur des impôts il y a 1 heure. Vous êtes à jour de vos impôts fonciers depuis 18 mois. Silence. Silence complet, sauf la voix de Tyler en arrière-plan appelant quelqu'un pour lui apporter une autre bière. Darren, mon chéri, je pense qu'il pourrait y avoir une confusion. J'ai raccroché. Mon téléphone a immédiatement vibré avec un texto de Robert. Ta mère dit que tu es en colère à propos de la fête d'anniversaire de Tyler. La famille soutient la famille. Tu gagnes bien ta vie. Arrête d'être égoïste. J'ai regardé le message, le lisant 3 fois avant que l'impact total ne me frappe. Puis est venue la suite. On ne célèbre pas le personnel. On célèbre la famille. Les mots étaient conçus pour blesser profondément, et ils ont réussi. 7 ans de soutien financier, de sacrifice de mes propres objectifs pour financer leurs urgences et le style de vie de Tyler. Réduit à être le personnel. Mon téléphone a continué de vibrer. Oncle Marc appelait, probablement chargé de la gestion de crise.
J'ai refusé l'appel et j'ai regardé la notification de son message vocal apparaître. Darren, c'est Mark. Écoute, je sais que ça a l'air mal, mais Tyler en avait vraiment besoin. Le gamin était dans une mauvaise passe et parfois la famille doit intervenir de manière non conventionnelle. Tes parents ne voulaient pas t'accabler avec les détails, mais Tyler a eu de sérieux problèmes de santé mentale. Ce week-end, c'était comme une thérapie pour lui. Peut-être que tu devrais leur laisser un peu de répit. Le texto de tante Jennifer est arrivé 20 minutes plus tard. N'en fais pas toute une montagne. Tyler mérite un peu de bonheur. Tu as du succès et tu es stable. Partage tes bénédictions. La réponse coordonnée était impressionnante dans sa nature calculée. Chacun avait ses arguments préparés, son rôle assigné dans la campagne de culpabilisation. Mais le message le plus révélateur est venu de Tyler lui-même, posté sur son histoire Instagram pendant que je lisais les textos de gestion de crise de la famille. Quand ta famille comprend vraiment ce que signifie célébrer les personnes qui comptent. Certaines personnes sont des preneurs. D'autres sont des donneurs. Reconnaissant d'être entouré par les donneurs ce soir. Il a tagué le lieu comme « retraite privée au bord du lac » et a ajouté des émojis de sacs d'argent. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à construire une chronologie complète. Relevé bancaire montrant mes virements à la famille au cours des 7 dernières années. Capture d'écran de chaque publication sur les réseaux sociaux de ce week-end. La conversation avec le bureau des impôts du comté, l'historique d'emploi de Tyler et les preuves Instagram de revenus non déclarés. Le schéma qui s'est dégagé était stupéfiant. Chaque dépense majeure dans la vie de Tyler coïncidait avec une urgence familiale qui nécessitait mon intervention financière immédiate. La crise du paiement du camion de Tyler correspondait à la réparation urgente du toit de mes parents. Les vacances de printemps de Tyler au Colorado coïncidaient avec leurs factures médicales imprévues. Le nouvel équipement de jeu de Tyler est apparu la semaine même où ils avaient besoin d'aide pour des réparations d'urgence à la maison. Je finançais le style de vie de mon frère depuis 7 ans tout en croyant que j'aidais mes parents en difficulté à conserver leur maison et leur dignité. La prise de conscience qu'il venait de dépenser mon argent pour la fête d'anniversaire élaborée de Tyler tout en m'excluant de la liste des invités était déjà assez dévastatrice. Mais découvrir la tromperie systématique, les mensonges coordonnés, la cruauté désinvolte du texto de Robert m'a blessé plus profondément que n'importe quelle trahison unique n'aurait pu le faire. J'avais été rétrogradé de membre de la famille à distributeur automatique de billets familial, et il s'était assuré que je comprenne ma place dans leur hiérarchie. Tyler a posté une dernière histoire depuis le jacuzzi ce soir-là. Meilleur anniversaire de tous les temps. Merci à tous ceux qui savent comment prioriser les bonnes personnes. Il portait une toute nouvelle Apple Watch que je n'avais jamais vue auparavant. Le mercredi matin, je suis arrivé tôt à mon bureau et j'ai ouvert une nouvelle feuille de calcul. 7 ans de dossier financier nécessitaient une analyse méthodique, et mon expérience en génie logiciel me rendait naturellement apte à la résolution de problèmes basés sur les données. La première colonne listait chaque transaction financière que j'avais effectuée pour aider ma famille. L'assurance auto de Tyler lorsqu'il a temporairement perdu son emploi. Le paiement de la carte de crédit de Linda lorsque son travail de comptabilité à temps partiel a ralenti. Les soins dentaires d'urgence de Robert que leur assurance ne couvrait soi-disant pas. Les frais de scolarité de Tyler pour ses 3 derniers semestres avant qu'il n'abandonne à 2 cours de l'obtention de son diplôme. La colonne 2 indiquait la date correspondante. La colonne 3 listait l'activité de Tyler sur les réseaux sociaux pendant les mêmes périodes. La corrélation était parfaite et accablante. Chaque fois que je m'étais sacrifié pour aider à une crise financière familiale, Tyler avait acheté quelque chose de cher ou planifié une activité sociale élaborée. Mes contributions d'urgence n'avaient pas financé la survie. Elles avaient financé son budget de divertissement pendant qu'il maintenait la fiction du chômage et de la dépression. Le total s'élevait à 43 700 $ sur 7 ans. J'ai ouvert une nouvelle fenêtre de navigateur et j'ai commencé à rechercher les implications juridiques de la fraude financière au Texas. Mentir pour obtenir de l'argent constituait un vol par tromperie en vertu de la loi de l'État. Les recours civils comprenaient le recouvrement des fonds obtenus frauduleusement, plus les intérêts et les frais d'avocat. Mon téléphone a vibré avec un texto de Marcus, un ami de la faculté de droit spécialisé en litiges familiaux. Nous étions restés en contact via le réseau des anciens de notre université, nous rencontrant occasionnellement pour déjeuner lorsque son emploi du temps le permettait. Jake a mentionné que tu pourrais avoir besoin de conseils juridiques. Un café plus tard cette semaine? Jake, mon meilleur ami qui essayait de me faire parler de ma situation familiale depuis des mois. Il avait remarqué mon isolement social,
mon stress financier constant, ma tendance à refuser les invitations avec des excuses vagues sur le fait d'être à court d'argent. J'ai appelé Marcus immédiatement. J'ai besoin de comprendre mes options pour récupérer de l'argent obtenu par fraude, ai-je dit sans préambule. Marcus a écouté pendant que je décrivais la tromperie sur les impôts fonciers et l'emploi caché de Tyler. Son esprit juridique a immédiatement saisi les implications plus larges. Depuis combien de temps ce schéma dure-t-il? 7 ans, peut-être plus. Je documente tout depuis hier. Darren, ce que tu décris n'est pas seulement un drame familial. C'est une fraude financière systématique. Plusieurs chefs d'accusation, potentiellement des accusations fédérales s'ils ont utilisé le courrier ou des communications électroniques entre États. Il s'est arrangé pour me rencontrer le jeudi soir afin d'examiner ma documentation et d'expliquer mes options juridiques. Le reste du mercredi, je me suis concentré sur la compréhension de mes enchevêtrements financiers avec ma famille. Le forfait de téléphonie mobile qui couvrait les appareils de Robert, Linda et Tyler, les arrangements de paiement automatique pour leur assurance auto, leurs services internet et leurs abonnements de streaming. Mon compte Amazon Prime qui leur fournissait une livraison gratuite pour leurs commandes hebdomadaires de produits ménagers. Plus inquiétant étaient les obligations de co-signature. J'avais oublié le prêt étudiant de Tyler de sa tentative universitaire inachevée, son prêt auto pour le camion qu'il avait acheté il y a 2 ans, son bail d'appartement dans un complexe qui exigeait des garanties parentales ou fraternelles pour les locataires sans historique d'emploi stable. J'étais légalement responsable des obligations financières de Tyler pendant qu'il vivait de l'argent obtenu frauduleusement et se présentait comme une victime des circonstances économiques. Le jeudi soir, Marcus a examiné mes preuves dans son cabinet d'avocat du centre-ville, les registres fiscaux prouvant l'absence d'urgence immobilière, les relevés bancaires montrant l'emploi non déclaré de Tyler, les captures d'écran de ses publications sur les réseaux sociaux contredisant ses affirmations de pauvreté et de dépression. Ce n'est pas un désaccord familial, a déclaré Marcus en étalant les documents sur sa table de conférence. C'est une fraude criminelle avec de multiples victimes et une préméditation approfondie. Il a expliqué le processus pour intenter des poursuites civiles afin de récupérer les dommages, les renvois criminels aux autorités locales et fédérales, les méthodes pour me dégager des obligations financières co-signées. Mais d'abord, tu dois te protéger de toute exploitation future. Coupe l'accès à tous les comptes ou services qu'ils utilisent. Documente tout ce qu'ils disent ou font en réponse. Leur réaction fournira probablement des preuves supplémentaires de culpabilité et de coordination. Le vendredi matin, j'ai rédigé une lettre de mise en demeure formelle demandant le remboursement intégral des 16 900 $ dans les 30 jours. La lettre exposait ma découverte de la tromperie sur les impôts fonciers, l'emploi caché de Tyler et la célébration au bord du lac financé avec de l'argent volé. J'ai inclus des copies de toutes les preuves à l'appui, registres fiscaux du comté, documents de vérification d'emploi, historique des transactions financières et capture d'écran des réseaux sociaux montrant l'utilisation frauduleuse de mon argent. La lettre mettait en garde contre des poursuites judiciaires pénales et civiles si la demande n'était pas satisfaite, y compris des accusations potentielles de vol par tromperie, de fraude électronique et de complot en vue de commettre une fraude financière. Marcus a examiné la lettre et a suggéré un ajout, une date limite pour la réponse et une déclaration claire que tout contact de la part des membres de la famille serait dirigé vers son bureau pour examen juridique. Il ne s'agit pas de punition, a-t-il expliqué. Il s'agit d'établir des limites et d'exiger une honnêteté de base dans les relations familiales. S'ils ne peuvent pas respecter cette norme minimale, ils ont choisi de mettre fin à la relation eux-mêmes. J'ai passé le vendredi soir à me préparer à la fermeture systématique de tous les liens financiers entre moi et ma famille, changement de mot de passe pour tous les comptes, suppression des utilisateurs autorisés des cartes de crédit, mise à jour des informations sur les bénéficiaires des polices d'assurance et des comptes d'investissement. Le processus ressemblait à la préparation d'une intervention chirurgicale, méthodique, nécessaire et légèrement nauséabond. Mais la découverte la plus troublante est survenue lorsque j'ai recherché des informations sur la propriété de mes parents dans les registres publics. Robert et Linda avaient contracté une deuxième hypothèque il y a 6 mois pour 57 000 $. La demande de prêt indiquait comme motif des améliorations domiciliaires et une consolidation de dette. Les publications sur les réseaux sociaux de Tyler de la même période montraient l'achat de son nouveau camion, un coûteux voyage de ski au Colorado et une rénovation complète de son appartement avec des meubles et des appareils électroniques haut de gamme. Mes parents avaient mis leur maison en garantie pour financer le style de vie de Tyler tout en maintenant la fiction qu'ils avaient besoin de mon soutien financier pour les dépenses de base. L'urgence des impôts fonciers avait été leur dernière tentative pour m'extorquer de l'argent tout en maintenant indéfiniment leur stratagème de maison distributeur automatique.
Le stratagème était plus sophistiqué et à plus long terme que je ne l'avais initialement réalisé. Il m'avait systématiquement menti, aux banques et probablement à l'IRS sur leur situation financière réelle. Les demandes de chômage de Tyler étaient frauduleuses s'il avait travaillé dans la construction au noir tout en percevant des allocations. Ma famille menait plusieurs escroqueries financières simultanément. Et j'avais été à la fois leur principale victime et leur complice involontaire. La lettre de mise en demeure a été envoyée par courrier recommandé le lundi matin. Le lundi matin à 8 heures précises, j'ai commencé le démantèlement systématique de 7 ans d'enchevêtrement financier. Mon premier appel a été au service client de Verizon pour retirer Robert, Linda et Tyler de mon forfait familial de téléphonie mobile. Je dois retirer 3 lignes de mon compte avec effet immédiat, ai-je dit au représentant. Ces lignes perdront leur service dans les 2 heures, a-t-elle confirmé. Tous les frais de résiliation anticipés seront facturés sur les nouveaux comptes des lignes retirées lorsqu'ils établiront leur service. Tyler avait un entretien d'embauche cet après-midi-là. Selon ses publications Instagram du week-end, il allait passer l'entretien avec un téléphone hors service. Ensuite, j'ai annulé les arrangements de paiement automatique qui vidaient tranquillement mon compte courant depuis des années. Assurance auto State Farm pour les véhicules de mes parents, annulé, les laissant sans assurance d'ici mercredi. Service Internet Spectrum pour leur maison, déconnecté d'ici jeudi. Netflix, Spotify, Hulu, Amazon Prime et 6 autres services de streaming, accès révoqué immédiatement. Le compte Amazon partagé nécessitait plus d'attention. 17 commandes en attente totalisant $432. Toutes expédiées à l'adresse de mes parents ou à l'appartement de Tyler, fournitures ménagères, appareils électroniques, vêtements et produits alimentaires spécialisés qu'ils avaient pris l'habitude de commander avec la livraison Prime gratuite. J'ai annulé chaque commande et fermé le compte partagé, créant un nouveau compte personnel avec des informations de paiement mises à jour. Mon téléphone a commencé à sonner avant 9 heures du matin. Tyler a appelé le premier, paniquant à propos de son téléphone hors service. Lorsque l'appel n'a pas abouti, il a essayé d'appeler depuis la ligne fixe de son appartement. Darren, qu'est-ce qui est arrivé à mon téléphone? Je t'ai retiré de mon forfait. Tu ne peux pas simplement couper mon téléphone. J'ai un entretien d'embauche dans 3 heures. Félicitations pour avoir trouvé un emploi. Tu peux utiliser ton nouveau revenu pour payer ton propre service téléphonique. C'est de la folie. Tu détruis la famille pour de l'argent. Maman pleure. Papa est furieux. Et je suis sur le point de perdre ce travail dans la construction parce que je ne peux pas communiquer avec le contremaître. Travail dans la construction. Il venait d'admettre un emploi actuel tout en réclamant des allocations de chômage et un soutien financier familial. Quelle entreprise de construction? Silence. Puis, c'est compliqué. Écoute, remets simplement mon téléphone en marche et nous réglerons les problèmes d'argent plus tard. Les problèmes d'argent sont déjà réglés. Vérifie ton courrier pour les détails. J'ai raccroché. Linda a appelé 20 minutes plus tard depuis son téléphone professionnel au service de comptabilité à temps partiel où elle prétendait gagner un revenu minimal. Darren, chérie, Tyler est dévasté. Il ne peut pas se permettre un service téléphonique en ce moment. Et ton père ne comprend pas pourquoi tu es si vindicatif. Ne pouvons-nous pas régler ça en famille? Nous l'avons réglé en famille quand vous avez menti sur les impôts fonciers et volé mon argent pour la fête d'anniversaire de Tyler. Nous n'avons rien volé. Cet argent a aidé la famille pendant une période difficile. Tyler a lutté contre la dépression et le chômage. Parfois, les familles doivent faire des choix difficiles sur la façon d'allouer les ressources. Allouer les ressources, comme si j'étais une ligne budgétaire d'entreprise plutôt que son fils. Tyler vient de me parler de son travail dans la construction. Une autre pause. Il a fait quelques petits boulots ici et là. Rien de stable ou de fiable. Certainement pas assez pour vivre. Assez stable pour les paiements de camions, le loyer d'appartement et les fêtes d'anniversaire coûteuses. La réponse de Robert est venue par SMS. Fil ingrat coupant le service téléphonique familial comme un enfant mesquin. Ton frère est en difficulté et tu aggraves les choses. La famille reste unie dans les moments difficiles. Les messages ont continué d'arriver tout au long de la journée. Tante Jennifer a appelé pendant ma pause déjeuner pour expliquer que je surréagissais et que je détruisais l'unité familiale pour un malentendu. Oncle Marc a laissé un message vocal suggérant que j'avais besoin d'aide professionnelle pour mon obsession de l'argent et mon incapacité à pardonner les erreurs familiales. Tyler s'est présenté dans le parking de mon immeuble de bureau à 17h30,
attendant près de ma voiture quand je suis parti du travail. Nous devons parler, a-t-il dit, me barrant le chemin vers la porte du conducteur. De près, Tyler avait l'air différent de sa présence sur les réseaux sociaux. Le célébrant d'anniversaire confiant du week-end au bord du lac avait été remplacé par quelqu'un de nerveux et de calculateur. Sa nouvelle Apple Watch captait la lumière fluorescente du plafond du garage. Belle montre, ai-je dit. Il a baissé les yeux, gêné. C'était un cadeau d'amis. Les mêmes amis qui ont payé pour la maison au bord du lac? Darren, écoute, je sais que tu es en colère de ne pas avoir été invité à ma fête. Ce n'était pas ma décision. Maman et papa pensaient que tu étais trop occupé par le travail pour profiter d'une escapade d'un week-end. Le mensonge était si manifestement répété que j'ai failli rire. Ils pensaient que j'étais trop occupé pour assister à la fête que j'ai payée. Tu n'as rien payé. Cet argent est allé aux impôts fonciers, comme maman l'a dit. J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré les registres fiscaux du comté que j'avais capturés. Les impôts fonciers sont à jour depuis 18 mois. Son visage est devenu pâle sous l'éclairage brutal du garage. Peut-être qu'il y a eu une confusion sur le timing. Tyler, je suis au courant du travail dans la construction. Je suis au courant des paiements en espèces que tu as cachés. Je suis au courant de la fraude au chômage et de l'histoire de fausse dépression. Il a reculé, sa façade confiante se fissurant complètement. Je ne sais pas ce que tu penses savoir, mais tu te trompes. J'ai eu des difficultés, et la famille m'a aidé à traverser une mauvaise passe. C'est ce que font les familles. Les familles ne mentent pas sur la saisie pour voler de l'argent à leurs enfants. Ce n'était pas du vol. C'était une allocation de ressources basée sur les besoins. Tu gagnes bien ta vie, moi non. Simple calcul. Allocation de ressources. La même expression que Linda avait utilisée. Tyler, tu as 29 ans. Tu vis de mes revenus depuis 7 ans tout en prétendant être au chômage et déprimé. C'est de la fraude, pas du soutien familial. Il a essayé une approche différente, sa voix s'adoucissant pour prendre le ton manipulateur qu'il avait perfectionné au fil des ans. Darren, je sais que j'ai fait des erreurs. Je sais que je n'ai pas été le meilleur des frères, mais je te rembourserai un jour. Ne résilie simplement pas ma garantie de cosignataire pour le bail de mon appartement. Je serai sans abri sans cette garantie. Tu seras sans abri parce que tu commets une fraude depuis des années, pas parce que j'ai cessé de la permettre. Son masque est tombé complètement, révélant alors la colère pleine de droit sous la performance de la victime. Tu penses que tu es meilleur que nous parce que tu as un diplôme universitaire et un travail chic dans la technologie, mais tu n'es toujours que le fils de Robert Morrison de l'Est d'Austin. N'oublie pas d'où tu viens. Je viens d'une famille qui m'a appris l'honnêteté et le travail acharné. Je retourne à ces valeurs à partir d'aujourd'hui. J'ai déverrouillé ma voiture et je suis monté à l'intérieur, laissant Tyler seul dans le parking, appelant frénétiquement quelqu'un sur son nouveau téléphone coûteux. Ce soir-là, j'ai reçu la première vague de pression de la famille élargie. La cousine Sarah a publié un vague statut Facebook sur les membres de la famille avide qui oublient leurs racines et abandonnent leurs proches dans les moments difficiles. Oncle Marc a partagé un article sur l'importance de la loyauté familiale et du pardon. Le chat familial de groupe, que j'avais mis en sourdine il y a des mois en raison du drame constant, a explosé de messages critiquant mon égoïsme et la destruction des liens familiaux pour de l'argent. Mais la réaction la plus révélatrice est venue de Linda, qui a envoyé une série de SMS de plus en plus frénétiques à mesure qu'elle découvrait chaque service annulé. Internet est en panne et Spectrum dit qu'il a été déconnecté pour non-paiement. Netflix ne fonctionne pas. Il est dit que le compte est annulé. Amazon Prime a disparu et toutes nos commandes ont été annulées. Darren, tu punis ton père et moi pour les erreurs de Tyler. Ce n'est pas juste pour les gens qui t'aiment. Son dernier message est arrivé à 23 heures. Ton père dit que si tu continues ce comportement vindicatif, tu ne seras plus le bienvenu dans notre maison. L'argent est-il vraiment plus important que la famille? J'ai éteint mon téléphone et je me suis endormi pour la première fois depuis des mois sans m'inquiéter de la prochaine crise financière que ma famille fabriquerait. La lettre de mise en demeure serait livrée par courrier le mardi matin. Alors les vraies conséquences commenceraient. Le mardi matin a apporté la découverte que la tromperie de Tyler allait bien plus loin que la fraude à la fête d'anniversaire. Mon téléphone a sonné à 7 heures du matin avec un appel de Jennifer Walsh, directrice des ressources humaines chez Blue Bonnet Construction Service. Monsieur Morrison, je vous appelle au sujet de divergence dans la demande d'emploi de Tyler Morrison.
Il vous a listé comme son superviseur direct chez TechWiz Solutions et a fourni une lettre de recommandation avec votre signature. Mon estomac s'est noué. Tyler n'a jamais travaillé dans mon entreprise. C'est ce que je craignais. Nous l'avons embauché en partie sur la base de sa vérification d'emploi montrant un salaire annuel de 78 000 $ travaillant sous votre supervision. Il a également soumis des fiches de paie de TechWiz Solutions couvrant les 6 derniers mois. Faux et usage de faux, usurpation d'identité. Tyler utilisait ma réputation professionnelle pour commettre des fraudes auprès de plusieurs employeurs et institutions financières. J'ai besoin de copies de tous les documents qu'il a soumis, ai-je dit. Cela fait partie d'une enquête sur une fraude en cours. Jennifer a envoyé les fichiers par email en 1 heure. Les fiches de paie fabriquées de Tyler montraient une attention impressionnante aux détails, imitant parfaitement le format de mon entreprise et incluant de fausses informations sur les retenues d'impôts. La lettre de recommandation portait une signature numérique qui semblait authentiquement la mienne. J'ai tout transféré immédiatement à Marcus, puis j'ai appelé mon propre service des ressources humaines pour signaler l'usurpation d'identité et protéger la réputation de mon entreprise. Nous devons vérifier que Tyler Morrison n'a jamais été employé ici et n'a aucune autorisation d'utiliser le nom ou le papier en tête de notre entreprise, ai-je dit à Sarah Chen, directrice de la sécurité de TechWiz. L'enquête interne a révélé que Tyler avait d'une manière ou d'une autre obtenu mon numéro d'employé, les informations de mon service et les détails de mon superviseur. Il avait créé tout un historique d'emploi fictif en utilisant des connaissances internes de mon lieu de travail. À midi, Marcus avait déposé des rapports préliminaires auprès de la division des crimes financiers du département de police d'Austin et du groupe de travail sur l'usurpation d'identité du FBI. L'implication fédérale est devenue nécessaire lorsque nous avons découvert que Tyler avait utilisé de faux documents d'emploi pour obtenir des prêts auprès de banques dans plusieurs États. Ce n'est plus un simple abus financier familial, a expliqué Marcus lors de notre réunion d'urgence. Tyler dirigeait une opération sophistiquée d'usurpation d'identité en utilisant vos informations personnelles et professionnelles. L'ampleur de la fraude s'est étendue tout au long de la semaine alors que les enquêteurs suivaient la piste papier. Tyler avait ouvert 3 cartes de crédit en utilisant mes informations d'emploi comme vérification de revenus de secours. Il avait co-signé des baux d'appartement pour des amis en utilisant de faux documents me présentant comme garant. Il avait même demandé des prêts automobiles au nom de connaissances en prétendant à des programmes de réduction familiale grâce à mes relations inexistantes avec les concessionnaires. Le mercredi après-midi a apporté la révélation la plus troublante. La détective Maria Santos de la division des crimes financiers de l'APD a appelé pour programmer une entrevue sur les activités criminelles plus larges de Tyler. Monsieur Morrison, votre frère semble diriger un réseau d'usurpation d'identité impliquant au moins 4 autres familles. Il facturait des frais pour aider de jeunes adultes à obtenir des prêts et des comptes de crédit frauduleux en utilisant les informations de leurs frères et sœurs qui réussissent. La nature systématique de l'opération de Tyler a choqué même les enquêteurs chevronnés en matière de fraude. Il avait tenu des dossiers détaillés sur les victimes potentielles, y compris une surveillance des réseaux sociaux pour suivre leur statut d'emploi et leur niveau de revenu. Mes informations avaient été son forfait premium, utilisé pour des demandes frauduleuses de grande valeur lorsque les clients payaient des frais supplémentaires. Le jeudi matin, l'agent spécial du FBI David Kim m'a contacté en tant que victime dans une affaire fédérale d'usurpation d'identité. Les activités de Tyler avaient traversé les frontières de l'État lorsqu'il avait aidé des clients à demander une aide financière fédérale pour étudiants et des prêts bancaires interétatiques en utilisant des identités volées de membres de la famille. Nous montons un dossier RICO, a expliqué l'agent Kim. Tyler a formé d'autres personnes à reproduire ces méthodes, franchisant essentiellement des opérations d'usurpation d'identité à travers le Texas et en Louisiane. L'enquête a révélé que Robert et Linda étaient au courant des activités frauduleuses de Tyler depuis au moins 18 mois. Des SMS récupérés sur le téléphone de Linda montraient des conversations sur la façon de maximiser l'extraction des membres de la famille tout en maintenant une dénégation plausible. Linda avait agi en tant que consultante en comptabilité de Tyler, l'aidant à suivre les revenus frauduleux et à planifier des achats importants pour éviter d'être détectée. Elle avait également rempli de fausses déclarations de revenus pour des voisins et des amis, réclamant des dépenses professionnelles qui étaient en fait les achats personnels de Tyler. La deuxième hypothèque sur la maison de mes parents avait été obtenue par une fraude supplémentaire. Robert et Linda m'avaient déclaré comme un membre du ménage contribuant régulièrement, falsifiant ma signature sur des accords de soutien financier et gonflant mon salaire pour se qualifier pour le montant de prêt plus important. Le vendredi a apporté la révélation la plus complète de l'empire criminel de Tyler. Lors de la perquisition du FBI dans son appartement,
les agents ont découvert 3 ordinateurs contenant des dossiers détaillés de son opération d'usurpation d'identité. Dossier client, informations sur les victimes, modèles de documents frauduleux et guide étape par étape pour exploiter les relations financières familiales. Tyler facturait entre 500 et 3000 $ pour aider ses clients à obtenir des prêts, des cartes de crédit et des contrats de location frauduleux en utilisant l'identité de leurs frères et sœurs ou de leurs parents. Mes informations personnelles avaient généré environ 47 000 $ de frais de la part des clients sur 2 ans. Les preuves comprenaient des appels téléphoniques enregistrés où Tyler coachait ses clients sur la manière de maintenir des histoires d'emploi fictives et d'éviter d'être détecté par les membres de la famille. Il a développé des techniques de manipulation psychologique spécifiquement conçues pour exploiter la culpabilité et la loyauté familiale. L'agent Kim a joué un enregistrement particulièrement accablant lors de mon entretien en tant que victime. La clé est de les faire se sentir responsables de vos problèmes, expliquait la voix de Tyler à un client non identifié. Créez des urgences qui nécessitent une aide immédiate. Demandez toujours des montants spécifiques qui correspondent à vos dépenses réelles. Faites-les se sentir coupables d'avoir du succès pendant que vous luttez. Ils vous donneront de l'argent pour résoudre des problèmes que vous n'avez jamais eus. L'enregistrement se poursuivait avec des instructions détaillées sur la falsification de documents d'emploi, la création de fausses crises financières et le maintien de stratégies de tromperie à long terme. Tyler Morrison dirigeait l'un des réseaux d'usurpation d'identité basés sur la famille les plus sophistiqués que nous ayons rencontrés, m'a dit l'agent Kim. Votre coopération en tant que victime sera essentielle pour poursuivre l'ensemble de son organisation criminelle. Les accusations fédérales contre Tyler comprenaient l'usurpation d'identité aggravée, la fraude électronique, le complot en vue de commettre une fraude et le racket. Les peines combinées pouvaient atteindre un total de 45 ans de prison fédérale. Robert et Linda faisaient face à des accusations de complicité après les faits pour avoir aidé à dissimuler les revenus frauduleux de Tyler et avoir participé au stratagème de fraude hypothécaire. L'IRS avait ouvert des enquêtes supplémentaires sur l'entreprise de préparation de déclaration de revenus sans licence de Linda et sur la sous-déclaration systématique des revenus illégaux de Tyler. Mais la découverte la plus choquante est survenue lors de l'entretien initial de Tyler avec le FBI lorsque les agents l'ont confronté à des preuves de sa planification à long terme. Tyler avait secrètement enregistré des conversations familiales pendant 3 ans, dans l'intention de les utiliser comme matériel de chantage si son opération de fraude était un jour découverte. Les enregistrements capturaient Robert, Linda et plusieurs membres de la famille élargie discutant explicitement de stratégies pour maintenir le récit de victime de Tyler tout en maximisant l'extraction financière de moi. Leurs conversations révélaient un complot prémédité pour commettre une fraude et une coordination minutieuse pour éviter d'être détectés. Les propres preuves de Tyler prouvaient que toute la famille avait activement participé à une entreprise criminelle de plusieurs années avec moi comme cible principale et victime involontaire. L'enquête fédérale ne faisait que commencer, mais l'empire criminel de Tyler s'effondrait déjà sous le poids de ses propres preuves documentées. L'appel est arrivé à 6 heures du matin un mardi de novembre. La voix de l'agent Kim était professionnelle, mais portait une nuance de satisfaction. Tyler Morrison a été arrêté ce matin sur le chantier de construction de Blue Bonnet. L'arrestation a été coordonnée avec les procureurs fédéraux et les autorités locales. L'arrestation de Tyler a fait les gros titres locaux ce soir-là. Le reportage principal le montrait emmené menotté pendant que ses collègues regardaient depuis la caravane de chantier. Le journaliste l'a décrit comme le démantèlement d'un réseau sophistiqué d'usurpation d'identité qui a victimisé des dizaines de familles à travers le Texas. La comparution a eu lieu au tribunal fédéral la semaine suivante. La salle d'audience était bondée de victimes et de leurs familles, beaucoup découvrant pour la première fois toute l'ampleur de l'opération de Tyler. Je me suis assis dans la galerie avec d'autres victimes, regardant Tyler entrer dans une combinaison orange qui semblait diminuer sa présence autrefois confiante. L'homme qui publiait des célébrations d'anniversaire arrogantes et du contenu manipulateur sur les réseaux sociaux avait l'air plus petit et plus vulnérable face aux accusations fédérales. La procureure adjointe des États-Unis, Rebecca Martinez, a exposé les charges contre Tyler, 15 chefs d'accusation d'usurpation d'identité aggravée, 23 chefs d'accusation de fraude électronique, 11 chefs d'accusation de fraude bancaire et un chef d'accusation de complot de racket. Les charges combinées pouvaient entraîner des peines maximales totalisant 45 ans de prison fédérale. L'accusé dirigeait une entreprise criminelle qui exploitait systématiquement les relations familiales à des fins de gains financiers, a expliqué Martinez à la juge. Tyler Morrison a formé d'autres personnes à reproduire ces méthodes, franchisant essentiellement l'usurpation d'identité à travers les frontières de l'État. L'avocat de la défense de Tyler, un avocat commis d'office nommé James Walsh,
a plaidé pour une caution réduite en se basant sur les prétendus liens familiaux et communautaires de Tyler. Mon client a un fort soutien familial et aucun antécédent criminel, a déclaré Walsh à la juge Patricia Hernandez. Il ne présente aucun risque de fuite et devrait être libéré en attendant son procès. Mais le témoignage de l'agent Kim sur les conversations enregistrées de Tyler et sa planification criminelle détaillée contredisait toute affirmation de stabilité familiale ou de lien communautaire. L'accusé tenait des dossiers complets sur ses victimes, y compris les membres de sa famille, a témoigné l'agent Kim. Son opération montrait une planification sophistiquée et un mépris total pour les dommages financiers et émotionnels infligés à ses plus proches parents. La juge Hernandez a fixé la caution à $250 000, bien au-delà des moyens de ma famille, même avant que leurs actifs ne soient gelés en attendant les poursuites pénales. Les accusations contre Robert et Linda sont tombées 2 semaines plus tard. Les procureurs fédéraux les ont accusés de complicité après les faits pour avoir aidé à dissimuler les revenus frauduleux de Tyler et avoir participé à la fraude hypothécaire. Des accusations supplémentaires comprenaient le complot en vue de commettre une fraude financière et le dépôt de fausses déclarations de revenus. L'entreprise de préparation de déclaration de revenus sans licence de Linda est devenue l'objet de sa propre enquête lorsque l'IRS a découvert qu'elle avait rempli des déclarations frauduleuses pour des voisins et des amis, réclamant les dépenses personnelles de Tyler comme des déductions professionnelles pour sa société de conseil fictive. L'audience sur l'impact sur les victimes a eu lieu en février, 4 mois après l'arrestation de Tyler. J'ai témoigné sur 7 ans de manipulation financière et sur l'impact psychologique de la découverte de la trahison systématique de ma famille. L'accusé et sa famille m'ont réduit à une source de revenus plutôt qu'à un membre de la famille, ai-je déclaré au tribunal. Ils ont créé des crises fictives pour m'extorquer de l'argent tout en se moquant de mes sacrifices dans mon dos. D'autres victimes ont témoigné de schémas similaires d'exploitation fraternelle et d'usurpation d'identité. Maria Gonzalez a décrit comment Tyler avait aidé son frère à voler son identité pour obtenir des prêts étudiants. David Park a expliqué comment la formation de Tyler avait permis à sa sœur de falsifier des documents d'emploi et de louer frauduleusement un appartement en utilisant le crédit de David. Le témoignage émouvant a révélé que l'opération de Tyler avait victimisé 37 familles à travers le Texas, la Louisiane et le Nouveau-Mexique. Les dommages financiers totaux dépassaient $347 000, sans compter les frais de conseil psychologique et de réparation de crédit. La stratégie de défense de Tyler s'est concentrée sur le fait de le dépeindre comme malade mental et manipulé par des criminels sophistiqués. Walsh a soutenu que Tyler souffrait de dépression, de toxicomanie et de troubles du contrôle des impulsions qui altéraient son jugement. Mon client était vulnérable à l'exploitation par des criminels plus âgés et plus expérimentés qui lui ont enseigné ces techniques frauduleuses, a déclaré Walsh au tribunal. Tyler Morrison est lui-même une victime, souffrant de problèmes psychologiques documentés qui nécessitent un traitement plutôt qu'une incarcération prolongée. Mais les preuves de l'accusation contredisaient toute affirmation de déficience mentale ou de manipulation externe. La planification détaillée de Tyler, sa tenue de registre sophistiquée et ses sessions de coaching enregistrées démontraient une préméditation claire et un leadership dans l'entreprise criminelle. Le moment charnière est survenu lors du contre-interrogatoire de Tyler lorsque la procureure Martinez a posé la simple question qui a détruit sa stratégie de défense. Monsieur Morrison, lorsque vous avez falsifié la signature de votre frère sur les documents de vérification d'emploi, saviez-vous qu'il n'avait jamais travaillé dans la construction? Tyler s'est complètement figé. La salle d'audience est tombée dans le silence alors qu'il luttait pour formuler une réponse qui ne l'incriminerait pas davantage. La question était dévastatrice car elle obligeait Tyler à choisir entre admettre une préméditation approfondie ou avouer des crimes supplémentaires. S'il savait que je n'avais jamais travaillé dans la construction, ces faux étaient une fraude calculée. S'il ne le savait pas, il devrait expliquer comment il avait obtenu mes informations d'emploi détaillées pour d'autres documents frauduleux. Après près de 30 secondes de silence, l'avocat de Tyler a demandé une suspension de séance. Votre honneur, mon client a besoin de temps pour consulter son avocat avant de répondre. Mais le mal était fait. Le long silence de Tyler avait communiqué sa culpabilité plus efficacement que n'importe quel aveu n'aurait pu le faire. Le témoignage de Robert le lendemain a achevé de détruire la défense de Tyler. Au départ, Robert a maintenu le récit de la loyauté familiale, affirmant qu'ils avaient tous été victimes de la manipulation de Tyler. Mais lorsque les procureurs ont présenté des preuves des signatures falsifiées de Robert sur des documents hypothécaires frauduleux, il s'est complètement effondré. Tyler a dit que Darren ne le découvrirait jamais, a sangloté Robert à la barre des témoins. Il nous a convaincus que les enfants riches doivent soutenir leur famille, et que Darren était égoïste en économisant de l'argent pour lui-même au lieu d'aider Tyler à s'établir.
Les enregistrements des conversations de Robert avec Tyler ont révélé une planification explicite pour utiliser mon succès afin de financer de manière permanente le style de vie de Tyler. Ils ont discuté de stratégies pour maintenir mon soutien financier tout en m'empêchant de remettre en question leurs histoires ou de découvrir les revenus cachés de Tyler. Le témoignage de Linda a été tout aussi dévastateur pour le cas de Tyler. Elle a admis avoir aidé Tyler à créer de faux documents d'emploi et avoir fourni des services d'impression professionnelle pour ses fausses références commerciales. Je pensais que nous aidions Tyler à prendre confiance en lui et à se remettre sur pied, a-t-elle témoigné en larmes. Je n'ai pas compris que nous commettions des crimes. Mais les conversations enregistrées ont montré la compréhension sophistiquée de Linda du stratagème de fraude et sa participation active à la planification de stratégies de tromperie à long terme. La preuve la plus accablante est venue des propres conversations enregistrées de Tyler, jouées pour le jury lors des plaidoiries finales de l'accusation. Sa voix coachant ses clients sur les techniques de manipulation psychologique et les stratégies d'exploitation familiale a prouvé une intention criminelle systématique plutôt qu'un jugement altéré ou une coercition externe. La loyauté familiale est votre arme la plus puissante, expliquait la voix de Tyler à un client non identifié. Faites-les se sentir coupables de vous remettre en question. Créez des urgences qui nécessitent une aide immédiate. Soyez toujours la victime qui a besoin d'être secourue. Le jury fédéral a délibéré pendant moins de 4 heures avant de rendre des verdicts de culpabilité sur toutes les charges contre Tyler. Robert et Linda ont été reconnus coupables de complot et de fraude, mais acquittés des chefs d'accusation de racket. La juge Hernandez a programmé la sentence pour le mois suivant, les procureurs recommandant des peines maximales en raison de l'ampleur de l'opération de Tyler et du nombre de familles touchées par ces crimes. La salle d'audience était bondée de victimes et de leurs familles lorsque Tyler a appris son sort. Son empire criminel s'était effondré sous le poids de ses propres preuves documentées et son plan de franchiser l'usurpation d'identité dans le sud-ouest avait été définitivement démantelé. Mais le moment le plus satisfaisant est survenu lorsque les procureurs fédéraux ont révélé la dernière conversation enregistrée de Tyler, capturée par son propre équipement d'enregistrement caché. Tyler avait secrètement documenté les sessions de planification familiale pour le stratagème de fraude, dans l'intention de les utiliser comme matériel de chantage s'il était pris. Les enregistrements capturaient non seulement la participation volontaire de sa famille, mais aussi son plan de voler éventuellement mon identité, d'assumer complètement ma réputation professionnelle et de me faire potentiellement accuser des crimes qu'il avait commis en utilisant mes informations. Les propres preuves de Tyler avaient prouvé sa planification criminelle sophistiquée et scellé son sort en prison fédérale. Le marteau est tombé le 15 mars, rendant une justice qui semblait à la fois satisfaisante et surréaliste. La juge Hernandez a condamné Tyler à 12 ans de prison fédérale, suivi de 5 ans de probation sous surveillance. Monsieur Morrison, vous avez orchestré une entreprise criminelle qui a trahi les liens les plus fondamentaux de la confiance familiale, a déclaré la juge Hernandez à Tyler. Vos actions ont causé des dommages financiers et émotionnels incommensurables à des personnes qui vous aimaient inconditionnellement. Robert a reçu 18 mois de prison fédérale pour fraude hypothécaire et complot. Linda a été condamnée à 6 mois de détention à domicile et à 3 ans de probation pour fraude fiscale et dépôt de fausses déclarations. L'ordonnance de restitution exigeait la liquidation de tous les actifs familiaux pour indemniser les victimes. La maison de Robert et Linda a été vendue aux enchères pour 231 000 $. Après avoir payé la deuxième hypothèque frauduleuse et les frais de justice, les produits restants ont été distribués aux victimes de Tyler par le biais d'un fonds d'indemnisation fédéral. J'ai reçu le remboursement intégral de mes 68 000 $ de pertes documentées, plus les intérêts et une indemnisation pour les services de surveillance du crédit. Une indemnisation fédérale supplémentaire pour les victimes a couvert les frais de conseil psychologique et les services de planification financière pour m'aider à reconstituer mes économies et mon profil de crédit. La justification professionnelle a semblé aussi importante que la reprise financière. TechWiz Solutions m'a promu au poste d'architecte de sécurité senior en raison de mon expertise en détection de fraude et de ma coopération avec les enquêteurs fédéraux. Votre expérience dans l'identification et la documentation de ce stratagème de fraude sophistiqué démontre exactement les compétences analytiques dont nous avons besoin pour le leadership en cybersécurité, a expliqué mon manager lors de la réunion de promotion. Le nouveau poste était assorti de responsabilités élargies, notamment le développement de programmes de formation des employés sur la prévention de l'usurpation d'identité et la reconnaissance de la fraude financière. Mon salaire annuel a augmenté de 32 000 $, reflétant mon expertise spécialisée et ma capacité avérée à protéger les actifs et la réputation de l'entreprise. La reconnaissance professionnelle s'est étendue au-delà de mon employeur immédiat.
des publications de l'industrie technologique ont présenté mon histoire comme une étude de cas sur la protection de la réputation professionnelle et la sensibilisation aux abus financiers familiaux. Les organismes d'application de la loi m'ont invité à présenter des ateliers sur l'identification des schémas d'usurpation d'identité basés sur la famille. Mais la reprise la plus significative a été personnelle plutôt que professionnelle. Jake, mon meilleur ami de l'université, a organisé un dîner de célébration lorsque ma promotion a été annoncée. Je me suis inquiété pour toi pendant des années, a admis Jake autour d'un verre. Tu étais devenu isolé, stressé, trouvant constamment des excuses à propos de l'argent. Je soupçonnais que ta famille profitait de toi, mais je ne savais pas à quel point c'était grave. Par l'intermédiaire de Jake, j'ai renoué avec des amis d'université qui s'étaient inquiétés de mon retrait social et de mon stress financier. Le groupe de randonnée que j'ai rejoint comprenait Sarah Martinez, une planificatrice financière spécialisée dans la reprise après des abus financiers familiaux. Ce que vous avez vécu est plus courant que les gens ne le pensent, a expliqué Sarah lors d'une de nos randonnées du week-end dans le Hill Country. Les frères et sœurs qui réussissent deviennent souvent des distributeurs automatiques de billets familiaux, et la manipulation psychologique peut être incroyablement sophistiquée. Sarah comprenait le processus de guérison émotionnelle parce qu'elle avait vécu une exploitation familiale similaire avant d'établir des limites et de poursuivre des recours juridiques. Son expertise professionnelle et son expérience personnelle l'ont rendue particulièrement qualifiée pour m'aider à reconstruire des habitudes financières saines et des schémas relationnels. 6 mois après la condamnation de Tyler, j'ai acheté ma première maison. La maison de 3 chambres dans un quartier prisé d'Austin représentait la libération de la manipulation familiale, la réalisation de rêves que j'avais retardés de 7 ans. La pendaison de crémaillère a été suivie par de vrais amis qui ont célébré mon succès sans attendre de bénéfices financiers. Le toast de Jake a capturé la signification du moment, à Darren, qui a choisi la justice plutôt qu'une loyauté mal placée et qui a construit une vie digne d'être célébrée. La chambre d'amis est devenue un espace pour accueillir des amis visitant Austin, remplaçant les obligations familiales par des relations choisies basées sur le respect mutuel et une affection sincère. Pendant ce temps, Tyler luttait avec la réalité de la prison fédérale. Les rapports de prison indiquaient qu'il avait du mal à s'adapter à un environnement où la manipulation et le sentiment de droit ne procuraient aucun avantage. Les autres détenus n'étaient pas impressionnés par ces histoires de membres de la famille qui réussissent et de stratagèmes financiers élaborés. Les évaluations psychologiques en prison ont diagnostiqué chez Tyler un trouble de la personnalité narcissique et des tendances antisociales nécessitant une intervention thérapeutique approfondie. Ces problèmes d'adaptation comprenaient de multiples incidents disciplinaires et des conflits avec le personnel et les détenus. Robert et Linda ont fait face à leurs propres conséquences sévères au-delà des peines pénales. Ils ont perdu leur maison familiale, ont été confrontés à l'isolement social dans leur quartier et ont lutté avec des emplois au salaire minimum en raison de condamnations pénales empêchant l'octroi de licences professionnelles. L'impact communautaire plus large s'est étendu au-delà de notre famille immédiate. Les banques locales ont mis en place des procédures de vérification d'identité supplémentaires basées sur l'étude de cas de Tyler. Les unités de crimes financiers du FBI ont intégré notre cas dans les supports de formation pour les agents enquêtant sur les opérations de fraude basées sur la famille. Mes interventions dans les programmes commerciaux universitaires et les groupes de défense des victimes ont aidé d'autres familles à reconnaître et à échapper à des schémas de manipulation similaires. Le cadre de guérison psychologique que j'ai développé avec des conseillers professionnels est devenu un modèle pour les programmes de reprise après des abus financiers familiaux. Mais la transformation la plus profonde a été interne. La thérapie m'a aidé à comprendre que la dynamique familiale que j'avais acceptée comme normale était en fait une manipulation psychologique sophistiquée conçue pour exploiter mon succès et ma générosité. Les familles saines célèbrent les réussites des uns et des autres sans exploitation, a expliqué mon conseiller. Ce que vous avez vécu était un abus émotionnel et financier déguisé en loyauté familiale. Apprendre à identifier les relations authentiques basées sur le soutien mutuel plutôt que sur une obligation financière unilatérale a nécessité un travail personnel approfondi. Les groupes de soutien pour les survivants d'abus financiers ont fourni une validation continue et des stratégies d'adaptation. La communauté de défense des victimes a adopté mon histoire comme preuve que choisir la justice plutôt que la complaisance peut guérir des familles entières et prévenir de futurs abus. Mon témoignage lors d'audiences législatives a contribué à renforcer les directives de poursuite de l'usurpation d'identité et les programmes d'indemnisation des victimes. 3 ans après la condamnation de Tyler, j'ai célébré mon 35e anniversaire avec un voyage de randonnée au Colorado. Le voyage a été financé par un compte d'épargne dédié au plaisir personnel plutôt qu'aux urgences familiales, représentant une indépendance financière totale vis-à-vis de la manipulation de ma famille.
La célébration d'anniversaire comprenait des amis proches qui appréciaient ma compagnie plutôt que mes revenus, marquant l'anniversaire de ma libération de l'exploitation et le début de relations authentiques bâties sur la confiance et le respect mutuel. Tyler est resté en prison fédérale, ayant perdu tous ses appels et faisant face à des accusations supplémentaires en Louisiane pour des stratagèmes de fraude interétatique. Son opération d'usurpation d'identité avait été définitivement démantelée, et ses plans de franchiser l'entreprise criminelle dans le sud-ouest avaient été remplacés par une incarcération fédérale et des paiements de restitution obligatoires. Robert et Linda vivaient dans un petit appartement, travaillant dans des emplois de vente au détail au salaire minimum pour payer la restitution en cours et subvenir à leurs besoins sans les revenus hypothécaires frauduleux auxquels ils s'étaient habitués. Leur cercle social s'était dissous lorsque les voisins avaient découvert leur participation au stratagème criminel de Tyler. Les relations familiales élargies avaient été durablement modifiées par les poursuites pénales. Plusieurs membres de la famille faisaient face à des poursuites civiles pour leur participation au stratagème de fraude de Tyler, tandis que d'autres m'ont contacté en privé pour s'excuser d'avoir permis son comportement et ont exprimé un remords sincère pour leur rôle dans mon exploitation. Mon histoire est devenue un récit édifiant, aidant des centaines de familles à reconnaître et à échapper à une manipulation similaire, démontrant que les abus financiers familiaux touchent les professionnels qui réussissent dans toutes les industries et tous les milieux sociaux. L'affaire fédérale a établi des précédents juridiques pour la poursuite de l'usurpation d'identité basée sur la famille et a fourni aux organismes d'application de la loi des lignes directrices complètes pour enquêter sur les stratagèmes de manipulation sophistiqués déguisés en demande de soutien familial. Plus important encore, j'ai appris que les vraies relations familiales sont bâties sur le respect mutuel plutôt que sur l'exploitation financière. Choisir la justice plutôt qu'une loyauté mal placée a créé un espace pour des connexions authentiques avec des personnes qui me valorisaient en tant que personne plutôt qu'en tant que source de revenus. Le courage d'exiger l'honnêteté et le respect dans les relations familiales a inspiré d'autres à établir des limites similaires, créant des effets d'entraînement de guérison dans plusieurs familles touchées par l'opération criminelle de Tyler. Sarah et moi avons célébré nos fiançailles 2 ans plus tard, construisant une relation fondée sur la confiance, le soutien mutuel et des valeurs partagées plutôt que sur la dépendance financière ou l'exploitation. Notre partenariat représentait la guérison émotionnelle qui est devenue possible lorsque j'ai cessé d'accepter les abus déguisés en loyauté familiale. La profonde leçon de vie qui a émergé de cette expérience douloureuse a été profonde, permettre un comportement destructeur au nom de la loyauté familiale empêche en fait une véritable guérison et croissance. Le véritable amour exige l'honnêteté, la responsabilité et le respect mutuel. Parfois, le plus grand acte d'amour est de refuser de participer à l'autodestruction de quelqu'un, même lorsque cette personne est de la famille. La véritable prospérité vient de la construction de relations authentiques avec des personnes qui célèbrent votre succès plutôt que de l'exploiter. Les limites financières sont essentielles pour la santé émotionnelle et la réussite professionnelle ne signifie rien sans des relations personnelles basées sur la confiance plutôt que sur l'obligation. Le système judiciaire a fonctionné exactement comme prévu, protégeant les victimes et tenant les criminels responsables, quelles que soient les relations familiales. Les procureurs fédéraux et les organismes d'application de la loi ont démontré qu'une fraude financière sophistiquée ne peut pas être déguisée en drame familial ou en rivalité fraternelle. Mon expérience a prouvé que choisir la vérité plutôt que le confort, la justice plutôt que la commodité peut guérir non seulement les victimes individuelles, mais des communautés entières touchées par des abus systématiques. Le courage d'exposer l'opération criminelle de Tyler a empêché des dizaines d'autres familles de subir une exploitation et un traumatisme similaire. La justice rendue avec compassion crée des opportunités de guérison pour toutes les personnes impliquées, tandis que permettre un comportement criminel ne garantit qu'une victimisation continue et des dommages communautaires plus larges. L'aspect le plus satisfaisant de cette résolution a été de découvrir que des relations familiales authentiques sont possibles lorsqu'elles sont bâties sur l'honnêteté plutôt que sur la manipulation. Les amis qui sont devenus ma famille choisie célèbrent les réussites, fournissent un soutien sincère lors des défis et respectent les limites sans exiger de preuves financières de loyauté. La peine de prison fédérale de Tyler lui a fourni des opportunités de traitement psychologique et de programmes éducatifs, conduisant potentiellement à une véritable réadaptation plutôt qu'à un comportement criminel continu. Ces paiements de restitution obligatoires ont assuré que les victimes recevaient une indemnisation tout en renforçant les conséquences financières de ces choix. La transformation de ma vie, de victime d'exploitation financière à expert en prévention de l'usurpation d'identité, a démontré que des expériences traumatisantes peuvent devenir des sources de force et de services communautaires lorsqu'elles sont traitées avec un soutien professionnel et une justification juridique. Merci d'avoir écouté mon histoire de trahison familiale, de justice légale et de reprise personnelle. Cette expérience m'a appris qu'une vraie famille soutient vos rêves plutôt que de voler votre argent,
célèbre votre succès plutôt que d'exploiter votre générosité, et choisis l'honnêteté plutôt que la manipulation chaque jour. Avez-vous déjà vécu des situations où des membres de votre famille traitaient votre succès comme leur droit automatique à un soutien financier? Avez-vous eu du mal à établir des limites entre aider la famille et permettre un comportement destructeur? J'aimerais entendre vos pensées et vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Ganar, gané, ponele, jugué. ¿Cuántos habré jugado? Habré jugado 60 TFTs, ponele, en mi vida. 70 a matar. Y habré ganado 3. Así que imagínate, 3-4 gané 100%. Pero no sé cómo gané. No tengo ni idea. Le pegué a la compo de pedo. Vale. Pues no entendía cómo se jugaba. Me llevo esto, comida. Esto basura. Basura, no me jodas. Vale, amigo, tengo las dos pociones de la siniestra level 5 y level 4. 1 hora 40 dura encima, es un montón de tiempo. ¿Sabés lo que estaría bueno? Tipo, tener 2 cuevas encontradas. 2 cuevas de esas para poder tirar varias pociones y hacerlas rendir. Porque una vez que vos saqueás la primera, tenés todavía tiempo con la hora. Y me parece que no rinde. Es como que la tirás la poción. Vale. Déjame ver. Tengo un pedo amarillo. No me jodas. Me llevo esto. Esto. Tengo un montón de cositas importantes. Poción de curación instantánea. Esto me va a servir una banda para pelear con la monster, Persistente de... poción persistente de curación. Vale. Acá tengo 4. Esto... 5. Vale, esto para repartir. Para después, para teamfight. Vara de Bracer. No me jodas. Me llevo esto. Bastante cositas. Recuperé. Mira, otras varas de Blazer. Ah, mi pico de fortuna. Ese lo voy a necesitar ahora. Bien. Poción de velocidad. Esta me la dio Easy. Me llevo esto. Libro encantado de la muerte. Las tortas. Entonces encontramos con Easy un cofre lleno de tortas. Y me traje todas las que entraron en el inventario. Habían como 8. Yo me traje todo. Vale. Desesperado. Me llevo esto. A ver cuánto tengo de minerales. Más o menos. Vale, ya está. Minerales tengo. Hice 24 esmeraldas más 9. Vale. No está mal. 38 huesos. 13 de hierro más un cubo de estos 9. Y tengo carbón, tengo 37. Vale. Vale, 2 manzanas doradas. Y 8 cargas de fuego. Vale, nada mal. 2 zanahorias. Esto me lo dio Easy. Y las velas del ritual. Las velas para el ritual satánico, no me jodas. 100% voy a hacer ritual. Vale, manzanas. Esto lo voy a guardar, para teamfight. Se va a armar la teamfight. Joder. Sí, necesitamos ser muchos, La idea sería juntar gente y decir, bueno, tal día se arma teamfight. A ver, tenemos mucha gente lolera, lo que pasa. Tenemos que buscar más público, variedad. Así no nos quedamos con 3 jugando en Minecraft, amigos. Tenemos que buscar más gente. Vale, let's go. Yo confío 100%. Vale. Es que LOL es una cosa de locos. Pero el Minecraft está bueno, amigos. Denle una oportunidad, gente. No se van a arrepentir. Vale. Esto acá. Dice buscar más gente troll. También hay que buscar gente troll. Tengo bello, no me jodas. No, gente troll no. De Blacky. Vos viste a Paulo, por ejemplo. Paulo vino de la nada y era God. Es God, de hecho. Yeah. Vale, así que yo confío. Yo confío que vamos a encontrar gente que le guste el Minecraft. Vale, pues tenemos mucha gente lolera. Mucha gente lolera que igual le gusta el Minecraft, pero no quiere jugar otra cosa. Entonces, claro, se complica para jugar Minecraft. Tenemos poca gente para hacer los objetivos. Nos falta gente. Vale, me llevo esto. O sea, mientras más gente hay, más divertido es. Ese es el mood. Es verdad. O sea, si jugamos poquitos, es más divertido cuando, miren, cuando éramos 4 o 5 se armó la teamfight. Pero claro, mientras menos somos, menos podemos pelear contra la monster también. A ver. Pumba, pumba. Aparte, después tenemos que ir a matar al dragón. Eso va a ser una banda. Dice, yo para la próxima me sumo. Vale, Marquito es un capo, God. A ver si Project también se suma. Ya serían 2 más. Ya serían 2 más, si quieren. No están obligados, amigos, obviamente. Esto es al que quiera jugar, obviamente. Vale. Es así, por ejemplo, hoy yo le dije a Dierso. Dierso me dijo, no sé si voy a poder. No, ¿cómo que me dijo?
Me dijo que iba a venir más tarde porque estaba cansado. Por lo del Minecraft. Vieron que Dierzo está haciendo un server para jugar con mods. Y yo le dije, onda, acá nadie se estresa, ¿entienden? O sea, si Dierzo está cansado, no tiene ganas de jugar, ni de mirar el streaming, ni de hacer nada, no lo tiene que hacer. O sea, se va a dormir y punto. Y se acabó el problema. Obviamente estuvo bien en decirme, así yo más o menos porque habíamos quedado, tipo, que lo hacíamos. Y está bueno que me haya dicho que no sabía si iba a estar o no sé qué. Porque así yo me organizaba, pero yo siempre tengo un plan B. Y siempre